Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, j'accueille à mon micro Rémi Van Kampen, un auteur originaire de la Creuse. Depuis novembre dernier, il a déjà sorti 2 jeux chez l'éditeur Robin Red Games. Public Enemy No. 1 est un jeu taquin dans l'univers du Far West. Plush Panic est un jeu plus familial entre draft et collection. Cet informaticien de métier se dit auteur pour le plaisir et espère continuer cette aventure ludique encore longtemps. J'ai eu le plaisir d'interviewer Rémi lors du Festival international des Jeux de Cannes, fin février. Alors je suis avec Rémi Van Kampen, ça me fait plaisir de te revoir Rémi. On s'est rencontrés sur la croisière ludique du Capitaine Meeple, c'était au mois d'octobre dernier. Et voilà, tu nous avais fait découvrir ton premier jeu. Donc bienvenue sur le podcast Rémi. Merci Stéphanie, oui. Et ça fait plaisir de te revoir suite à cette magnifique croisière. Voilà, c'est ça. Et comme quoi la croisière fait des belles rencontres. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Puis là à Cannes, on a l'occasion de croiser plein d'anciens de la croisière, donc c'est chouette de revoir tout le monde. Ouais, exactement. Et que ça crée des liens, ça fait des belles rencontres. Et voilà, aujourd'hui, ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours d'auteur. Tu es auteur de Public... Alors attends, à chaque fois je ne dis pas dans le bon sens. Public Enemy No. 1. C'est ça. Qui est ton premier jeu édité. Oui. Voilà, qui est sorti en novembre. C'est ça. Chez Robin Red Games. Alors comment tu te présenterais déjà, peut-être tout simplement, Rémi ? Je me présenterais comme un jeune auteur qui apprend encore son métier et qui découvre le milieu avec ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, c'est mon premier Cannes. C'est assez compliqué de comprendre tous les codes pour l'instant, mais j'essaye de m'adapter. Ok, donc ton premier Cannes, mais tu n'es pas dans la création ludique depuis peu de temps quand même. Non. Moi, je suis déjà pas dans le jeu de société dit moderne depuis très longtemps en fait. Moi, ça a commencé il y a 5-6 ans avec un ami qui nous a amené dans son association de jeux en fait. Mm-hmm. Et à la maison, on avait vraiment l'habitude de jouer en famille. Il y a de très anciens jeux. On jouait au Uno, on jouait à la bonne paye, des choses comme ça, quoi. À la belote, des choses très simples connues de tout le monde. Mm-hmm. Et là, quand on a poussé les portes de l'association, là, c'est l'émerveillement. La caverne d'Ali Baba. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et on a commencé avec des jeux pas si simples que ça, mais très grand public comme Dice Forge. Ah ouais, okay. Et très vite, on a accroché. Même nos enfants, qui à l'époque étaient assez jeunes, ont accroché et étaient capables de jouer. Donc, on faisait des super parties en famille. Mm-hmm. Et c'est là que les problèmes commencent parce que quand on va dans un magasin de jeux après, au départ, quand on découvre tout ça, on attrape une boulimie de jeux. C'est ça. On achète. Et voilà, maintenant on commence à se calmer quand même. Bah oui, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Oui, c'est exactement ça. Mais on a un grand placard à la maison. Et alors, c'est quoi cette association ? Elle existe toujours ? Ça s'appelle c'est l'association Ferryplay à La Souterraine en Creuse. D'accord. Voilà, une association très active qui organise ses 24 heures du jeu chaque année. Cette année, ça sera les 10 et 11 mai. D'accord, donc c'est un festival ? Un festival, ouais, okay, dans une grande salle cette année. On avait une petite salle avant, mais qui était noire de monde. Et là, on tente l'aventure avec l'association de prendre une plus grande salle, de faire venir des éditeurs, des associations de jeux de rôle, de peinture sur figurines, tu regardes beaucoup d'activités, de jeux vidéo également. Donc, on tente quelque chose de grand cette année. Ah, cool. Donc, tu fais, toi, partie de cet asso aussi en tant que membre actif, ouais ? En tant que membre actif, oui, quand je peux m'y rendre. D'accord. C'est chouette. On joue. J'arrive à faire tester mes protos à des gens très aguerris parce qu'ils jouent beaucoup plus que moi, malheureusement. Par manque de temps. C'est des très bons retours pour toi, important j'imagine. Oui, c'est très important. Et puis dans une association de jeux, on a tous les niveaux de joueurs en fait, du débutant qui arrive à l'association et qui découvre les jeux comme moi il y a quelques années, jusqu'aux joueurs très experts de très 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 gros jeux. Là, quand je présente mes protos familiaux, c'est un peu compliqué pour eux, mais ils font l'effort. Parfois, tu sais que les joueurs experts ne comprennent pas les choses simples par moment. Ça m'est déjà arrivé. Ils cherchent des stats là où des fois j'ai même pas été les chercher. Oui, mais parfois justement ils veulent se compliquer la vie sur un jeu qui en a pas besoin parfois aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Donc on peut les battre sur les jeux plus simples. Bien sûr qu'on peut. Mais bien sûr. Et alors quels sont les jeux un petit peu peut-être Madeleine de Proust justement qui aujourd'hui pour toi sont hyper importants dans ta culture ludique ? Pour ma culture ludique, moi c'est surtout les jeux familiaux. Voilà. Je me souviens que le premier jeu vraiment qui nous a marqué dans la famille, et pourtant je gagnais pas souvent, c'était King Domino. Ok. Voilà. C'est tout simple. On ramasse les dominos en fonction d'un certain ordre. On fait son royaume et à la fin de la partie, on a le résultat de son travail et on regarde. Et j'ai presque envie de le prendre en photo à chaque fois, en fait. Donc King Domino avec les extensions qui ont été derrière, ça a été fondateur. Je me suis dit, ça c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est malin.
et ça doit être cool à faire en fait. C'est justement ce genre de jeu qui t'a donné toi envie de créer, ou tu n'y as pas forcément pensé sur le moment? Sur le moment, j'y pensais pas forcément en fait, mais quand on a commencé notre boulimie de jeu, on a découvert qu'il y avait des festivals de jeux. Ouais. Et il y en avait plein autour de chez nous et on ne le savait même pas. D'accord. Et on a commencé à faire des festivals et à essayer beaucoup de jeux en festival. À chaque fois, moi, j'étais très critique en fait. J'étais là, oh mais quand même, ça c'est simple, tout le monde peut l'inventer, tout ça. Et je pense que ma femme, qui m'encourage souvent, mais là, elle a dû me prendre au mot. Elle m'a dit, mais si c'est si simple en fait, Rémi, vas-y, teste. Et voilà, le défi était lancé. Le défi était lancé, oui. Et du coup, tu t'es dit, bah oui, pourquoi pas? Je me suis dit oui, pourquoi pas. En Ok. plus, ce qui est intéressant, c'est que le monde du jeu est encore assez accessible. Les rencontres avec les auteurs sont très intéressantes en fait. Et on a tendance à mettre tout le monde sur un piédestal, ceux qui arrivent à faire de grands projets comme ça. Et en fait, en discutant, on se rend compte que c'est des personnes comme tout le monde, des personnes passionnées et qui aiment la création, passionnées par le jeu, mais aussi par la création. C'est ça qui m'a donné envie en fait. Ils sont très pourvoyeurs d'envie, on va dire. Ouais, et puis dans l'échange aussi, effectivement, voilà, dire c'est possible et puis encourager. Il y a beaucoup d'encouragement, je trouve, dans ce milieu. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'encouragement. Ouais. Ouais. Et alors, comment ça a démarré pour toi les premiers protos? Le défi est lancé. Le défi est lancé. Et là, tu te dis, bon, alors, feuille blanche, comment ça se passe? Tu commences par un thème, par une mécanique? Je me suis rendu compte qu'après une carrière dans l'informatique, je travaille toujours dans l'informatique d'ailleurs, à faire des choses, on va dire, très cartésiennes, j'avais un côté créatif aussi, et les idées de jeu ont rapidement popé en fait. Ok. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Ça. Un matin, on se lève, on dit « Ah tiens, si on faisait ça avec des cartes, mais c'est chouette en fait !» Et puis après, on peaufine. Et des fois, on met le prototype un peu de côté, dans un tiroir, et 6 mois plus tard, on y revient, et puis on retravaille dessus, et on arrive à quelque chose d'abouti qu'on commence à présenter en association, dans un cercle, les barrageux par exemple, ou même en festival. Au départ, j'ai fait pas mal de festivals où je prenais une table de prototypes, notamment au Flip à Parthenay, qui permet ça. Ouais, ça c'est les meilleures choses. Justement, tu dis il y a des idées pop. C'était quoi les premières idées? Parce que c'est pas forcément les premiers jeux édités, j'imagine. Non. Ouais. Mais c'est pareil, les premiers jeux édités sont pas forcément les premiers jeux signés. C'est ça aussi. J'ai signé un jeu il y a plus de 5 ans maintenant, et en fait, il est toujours pas sorti. Il sortira certainement un jour, mais pas pour l'instant. Ouais, d'accord. Ouais. Les idées qui pop, ça s'explique pas en fait. C'est comme ça. Quand on a l'habitude de jouer, après, on commence à manipuler du matériel et puis tout ce qu'on peut regarder, on est influencé par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde, les séries, les films et tout ça. On s'embarque dans des univers et puis on crée des choses. Voilà. Ok. Et alors donc tu as commencé quand réellement du coup la création? Réellement, je pense que il y a 4-5 ans, ça devait être avant le Covid en fait, j'ai commencé à créer des petits prototypes. Pas encore à les montrer à des éditeurs, mais à créer des petits prototypes et à me rassurer en les faisant tester autour de moi dans un cercle proche, puis en association, puis après je suis allé plus loin. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu la petite étincelle de dire tiens, je peux peut-être aller voir un éditeur et prendre un rendez-vous et voir. Mais à un moment donné, j'ai eu le courage et je le regrette pas aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une question de se lancer, d'oser se lancer. Oui, souvent, c'est ça. C'est oser se lancer. C'est une question d'opportunité, de rencontre aussi des fois. Aussi, alors justement, tu as fait une rencontre avec Pascal Boucher, qui est l'éditeur de tes premiers jeux, Robin Red Games, et l'illustrateur également. Comment s'est faite cette rencontre ? Alors c'était un peu spécial en fait, j'ai un ami, François, que je remercierai toute ma vie en fait, qui est allé dans un bar à jeux un soir et qui a fait la rencontre d'un illustrateur de jeux de société qui s'appelle Biquet, que je remercie aussi grandement. Quand François me dit ça, je dis mais c'est pas possible François, il fallait m'appeler, moi je venais avec mes protos, on sait pas, il peut connaître du monde et tout. Il m'a dit ouais t'inquiète pas, il est sympa, on va faire une soirée. Et effectivement on a refait une soirée avec Biquet et en testant un proto, je voyais qu'il aimait. Donc je dis c'est dans la poche, c'est bon. Et puis entre deux parties, il est parti fumer une clope, il est revenu 3 quarts d'heure plus tard, il s'assoit, il me dit j'ai un ami qui s'appelle Pascal, je lui ai parlé de ton projet et je pense que ça peut l'intéresser. Donc voilà, il m'avait mis en relation. Cool. Première prise de contact, Pascal m'appelle le lendemain et puis on se voyait déjà le week-end et puis c'est là qu'on a commencé une relation qui est devenue une relation amicale maintenant. Parce que vous êtes en plus situés aux même région, plus ou moins. Oui, enfin quasiment, on est en Limousin, moi j'habite en Creuse, dans le secteur de la souterraine et Pascal lui est un éditeur corrézien, voilà, donc ça reste très local. Ouais, c'est ça, donc tu fais cette première rencontre, le feeling passe bien. Le feeling passe très bien, ouais.
Et alors, comment vous décidez de travailler ensemble du coup ? On s'est décidé de travailler ensemble sur le premier projet, donc le fameux jeu signé il y a un petit moment qui n'est toujours pas sorti, mais je garde espoir. Okay. On a commencé à travailler dessus, mais moi j'ai commencé à faire de plus en plus de jeux en fait, et je voyais Pascal régulièrement, et tout ce que je lui montrais lui pesait plus que ce qu'il avait vu avant. D'accord. Donc ça a été un peu, je sais pas. Une courbe de progression. Ouais, je sais pas, peut-être. Je suis toujours auteur débutant, donc la courbe de progression, on comprend toujours des choses mécaniquement sur ce qu'il faut faire, pas faire, et puis après commercialement sur ce que l'on peut mettre dans une boîte et ce qui est hors de prix pour un éditeur. Donc effectivement, il y a une courbe de progression, et on a bien matché sur le projet Public Enemy No.1, et on s'est dit, voilà, c'est celui-là, ça va être le premier, on se lance. Ok, là voilà. C'était vraiment, voilà, on saute le pas. Comment est né justement Public Enemy No.1 ? Alors, Public Enemy No.1, c'est un petit jeu familial, mais aussi entre amis, qui met beaucoup d'ambiance autour de la table, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé des illustrations un jour sur Internet, comme ça, quand vous faites des prototypes, Google Images, et des fois, ce dessin, il est chouette. Tiens, je l'enregistre, je le mets de côté, ça servira peut-être pour plus tard. Et un jour, quand je faisais le ménage dans mon ordinateur, je suis retombé sur ces illustrations et j'ai dit... mais elles étaient vraiment bien en fait. D'accord. C'était des petits personnages dans le milieu de la mafia. Et j'avais des bikers, j'avais la mafia italienne, à l'époque d'Al Capone, j'avais les Yakuza, j'avais les Irlandais. Je me suis dit, tiens, je ferais peut-être un jeu de collection sur des familles. Et je me suis embarqué à faire des cartes. Voilà, j'aime bien les jeux avec des cartes, j'aime bien faire ça. Et je me suis dit, tiens, je viens juste de voir Scarface à la télé pour la première fois. Et si mon jeu s'appelait Scarred Face ? Et là, c'était parti. Après, l'idée en est découlée. J'ai fait le matériel. La méca est venue toute seule. J'ai commencé à le présenter à droite et à gauche. Ça accrochait vraiment très, très bien chez tout le monde, chez tout public, en fait. Vraiment la famille, les copains, même les jeux experts. Les joueurs experts aimaient ça. Donc, je me suis dit, non, mais là, je tiens quelque chose. Et je l'ai présenté à Pascal. Ouais. Donc, c'est un jeu de collection, effectivement, faire des collections, mais c'est aussi du jeu de course un peu, il faut être le premier. Alors le thème a changé, on va parler après de pourquoi le thème a changé. Peut-être c'est bien de pitcher le jeu pour nos auditeurs. Oui, le jeu en fait c'est vraiment un jeu de collection et de majorité. En fait, on va aller récupérer des membres de chaque famille de bandits. Donc il y a 4 familles, 4 couleurs. Il va falloir, pendant cette période de draft, faire des majorités sur ces couleurs, tout en évitant les pièges que nous posent nos adversaires avec ce qu'on appelle des cartes saloon dans la version finale, puisqu'on a changé le thème, on est passé en western où on va pouvoir aller voler des cartes à ses adversaires, détruire des cartes, ou prendre le risque peut-être de se détruire nos propres cartes. Donc il y a un côté prise de risque qui est sympathique. Ouais. Quand on a une majorité dans une famille à la fin d'une manche, on récupère un jeton d'une couleur, tout simplement. Et pour gagner la manche, il faut avoir les jetons de toutes les couleurs. Plus le jeton One qui symbolise les familles qui ont le plus de points en fin de manche. Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une montée en puissance. En fait, plus ça va, plus c'est tendu. Et voilà, et à la fin, ça se joue à rien parfois. Totalement. Et puis quand on enchaîne les parties, on a du metagame qui se crée, des histoires autour des parties précédentes. Et c'est chouette, quoi, parce que moi, je sais, des fois, je joue avec des familles. Le papa vole une carte au plus jeune, et puis après, le plus jeune va faire des cartes saloon jusqu'à la fin de la partie. Et il peut aussi gagner en faisant cette stratégie suicidaire, donc c'est cool. C'est très taquin. Tout se rééquilibre au fur et à mesure de la partie. Ouais, c'est très taquin. Et du coup, l'évolution éditoriale, ça s'est travaillé comment ? Pascal m'a rapidement dit que le milieu de la mafia, Scarface, ça n'allait pas le faire pour tous les publics en fait, et qu'il fallait qu'on ait quelque chose de plus rassembleur justement pour aller chercher les familles et pas que les joueurs adultes qui seraient attirés par mon thème initial. Donc on a décidé de passer sur le thème western, en fait, avec Pascal, d'un commun accord. Et ça collait très bien aussi, devenir l'ennemi public numéro 1 au Far West et se faire aider de familles de bandits. Alors, le petit fun fact, c'est que Pascal a voulu quand même l'ancrer dans un milieu historique. Tous les noms de personnages, toutes les cartes sont différentes, et tous les noms de personnages et les noms de bandes de bandits, de familles de bandits sur les cartes sont des noms de personnes qui ont réellement existé. Donc, ça c'est chouette. Il a chouette. Travail là-dessus. Ouais. Moi, quand je le pitch en festival, c'est les noirs, les verts, les bleus, les jaunes. Mais c'est vrai que cet aspect historique est sympa également. Ouais, c'est ça. Il y a eu ce travail-là, et c'est chaque personnage a sa silhouette. C'est vraiment identifié. Ouais. Et alors, il y a eu une belle illustration un peu méchante. Je pense qu'effectivement, mais c'est pour montrer que c'est un jeu familial, il est pas sympa. Pas trop. C'est ça. Et donc là, c'est pareil. C'est Pascal Boucher qui a la double casquette. Oui, il est illustrateur. Totalement. Et puis c'est un artiste. Il a illustré beaucoup de jeux
jeux dans sa carrière, alors pour lui ou pour d'autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il arrive à réinventer son univers et c'est chouette, quoi. Entre mon premier jeu, Public Enemy No.1, et la nouvelle sortie Plush Panic qui se passe dans une fête foraine, où on a une mignonne petite peluche en couverture, on se dit waouh, c'est quand même talentueux d'arriver à switcher d'un univers à un autre comme ça. Ouais. Alors avant justement d'arriver sur Plush Panic, le développement et le travail, ça a duré combien de temps sur Public Alors, Enemy No.1 ? je pense que c'était un développement rapide, puisque je pense qu'on a réussi à sortir le jeu entre 1 an et demi et 2 ans, entre l'idée initiale, la présentation, les illustrations et la production. Donc je pense que dans le milieu du jeu, c'est quand même assez rapide. Mais disons qu'on était d'accord sur beaucoup de choses avec Pascal, donc, et la méca du jeu a très peu bougé par rapport au début. Donc c'est pour ça que je pense que ça a été vite. Lui, il fait tout seul de son côté ? Oui, il fait tout seul. D'ailleurs, dans son entreprise Robin Red Game, il propose des services pour aider les jeunes éditeurs à construire leurs produits finaux. Voilà. Il est dans le monde de l'édition depuis un sacré moment, Pascal, et avant il était graphiste. Donc il connaît bien toute la chaîne de production, des vendeurs de matériel, des imprimeurs, ce qu'il faut pour faire des illus, pour cadrer des illus et tout. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top de travailler avec quelqu'un qui est capable, en regardant un prototype, de dire oh, celui-là, je pense qu'en production, je peux le sortir à 1 euro. Oui, il a toute cette connaissance, effectivement, qui lui permet. Et oui, il a fondé sa maison d'édition en 2012. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait un petit moment, ouais. Puis il a eu pas mal de sorties, dont Imiki, il y a quelques années, qui est un jeu magnifique. Ils ont réédité une version de la couverture du jeu en puzzle, tellement elle était belle. Ah oui ? Ouais, c'est un jeu d'Aurélien Martin qui, malheureusement, n'a pas eu trop sa chance à cause du Covid. Voilà. Ouais. Mais qui a bien marché néanmoins, et qui est un splendide jeu à deux. Moi, je sais que j'apprécie beaucoup ce jeu. Ouais, non, mais si vous ne connaissez pas, il faut aller voir la page, le site internet de la maison d'édition. Il y a pas mal d'infos. Il y a quand même, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de beaux jeux, de bons jeux, et il a aussi remis au goût du jour des jeux plus anciens, je crois. Ouais, tout à fait, des jeux ancestraux comme le Tru, qui est un jeu ancestral de la Gâtine. Donc c'est d'où il vient, de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Il a créé un jeu de cartes pour jouer à ce jeu ancestral, et sur toutes les cartes, on a la faune, la flore, mais aussi des monuments de la Gâtine. Et les cartes sont juste magnifiques. C'est marrant, il vient de Parthenay. Ouais, il vient de Parthenay. Il était prédestiné à être dans le game. Ah bah tout à fait, ouais. Parthenay, un énorme festival, super festival de l'été, très familial. C'est chouette. Trop bien. Et alors donc Public Enemy No.1 est sorti en novembre. Oui. Comment ça se passe pour le jeu là ? Ça se passe très bien, puisqu'on arrive au bout du premier tirage. Il a eu un fort succès cet hiver. C'était cool pour une première sortie. Moi je m'attendais pas à ça en fait. Auteur pas connu, éditeur on va dire de milieu de plateau. Ça a super bien marché, quoi. On en a parlé à droite et à gauche. Là, c'est mon premier Cannes, mais j'ai l'accueil des boutiques est fantastique, quoi. Ils viennent, ils me disent on a acheté des boîtes. Alors ça, celui-là, on n'a pas eu de mal à le vendre. Vraiment, il plaît. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc là, il y a à peu près combien d'exemplaires vendus, tu sais à peu près ? Non, je ne sais pas. Moi, je suis vraiment auteur et je me cantonne à ça. Je laisse ces questions à Pascal. Ouais. En tout cas, ça a fait son petit effet à la sortie. Et là, tu as des retours. C'est chouette parce qu'ils en redemandent. Je vois à Cannes, là, on vend beaucoup de boîtes. Donc c'est chouette. Je fais beaucoup de dédicaces. Alors ça, c'est nouveau aussi pour moi. C'est chouette. Bah oui. Et puis là, en plus, tu as le contact des joueurs. Effectivement, tu l'as déjà vu sur des festivals, sur des protos, mais aussi sur cette version finale déjà depuis, je pense. Tu as les retours boutiques, c'est effectivement, c'est super intéressant. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que les retours joueurs en festival, ils sont bien, mais ils sont toujours bien. Et puis des fois, tu te demandes si ils osent te dire qu'ils n'ont pas aimé leur moment. Généralement, quand tu les vois acheter la boîte, tu sais qu'ils ont aimé leur moment et qu'ils rigolent après la partie. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le secteur professionnel, j'avais pas trop de retours parce que c'est tout simplement pas mon métier. Moi, je suis auteur. Mais là, de l'avoir sur les journées professionnelles de Cannes, ça faisait du bien. Je me suis dit, j'ai vraiment créé quelque chose qui est exploitable en magasin et que les gens aiment vendre aussi et commercialiser. Voilà, parce que c'est effectivement les boutiques, ils sont quand même submergés de nouveautés toutes les semaines. Totalement. Et il faut trouver à se démarquer. Je pense que c'est la problématique de tous les éditeurs en ce moment. Et c'est vrai que si on a eu le coup de cœur boutique, ça peut bien aider. Effectivement. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, c'est cool. Et donc, la nouveauté sur le festival, c'est Plush Panic, qui est sorti tout début février. Oui, il est sorti le 4 février. Voilà, déjà trouvable en boutique. Alors, ce jeu un peu plus familial et beaucoup plus amical. Beaucoup plus amical.
C'est un jeu qui est basé dans une fête foraine avec une machine à pince un peu spéciale. Alors les machines à pince, je ne sais pas si tu connais Stéphanie. Ah, bien sûr. Est-ce que tu as déjà gagné la machine à pince? Très rarement. Eh ben moi j'ai jamais gagné non plus. J'ai arrêté d'y jouer en fait. Le plus dur c'est d'arrêter les gamins, pas leur donner une pièce. C'est exactement ça. Moi qui ai 2 enfants, c'est exactement ça. Je pense qu'ils testeraient bien, mais papa et maman ils disent on gagne jamais à ça. Donc je sais pas, j'ai dû passer un jour dans une fête foraine, j'en ai vu une et ça m'a fait justement popper l'idée d'une machine à pince où on gagnerait 100% du temps. Ça serait chouette. On arrête les frustrations. On arrête totalement les frustrations. Donc c'est ça, Plush Panic. C'est une machine à pince avec de magnifiques petites peluches de 4 couleurs différentes. Il y en a 6 de chaque et on a une super plush dans la machine qui est une peluche Joker qui pourra nous permettre de remplacer une couleur dans une combinaison ou de gagner directement la partie. Et on va collecter ces petites peluches avec des cartes numérotées de 1 à 30. Tout le monde choisit une carte en même temps. Pas de downtime du tout dans cette partie. Donc les enfants, ils adhèrent bien, puisqu'ils n'attendent pas pour jouer. C'est très dynamique. Très dynamique. La plus petite carte prend sa peluche en premier, puis la plus grande. Et après, on redescend en décroissant. Donc ça fait travailler l'énumération également. Donc je sais que ma femme qui est institutrice l'utilise en classe. Je connais d'autres instituteurs qui l'utilisent en classe. Voilà, donc c'est chouette parce que les enfants apprennent aussi en s'amusant. Une autre méthode pédagogique qui marche très bien. C'est la meilleure manière, c'est sûr. Et ces peluches que l'on collecte, après, on va faire des combinaisons qui rassurent tout le monde parce que c'est les mêmes qu'au poker et aux yams. D'accord. On a des doubles paires, des brelans, des carrés, des yams. Et on a la combinaison finale, la grande évasion. Et si on arrive à attraper une peluche de chaque couleur plus la fameuse super plush, on gagne directement la partie. Voilà, donc c'est chouette de voir les enfants justement faire cette combinaison et sauter de la table. Ouais, j'ai réussi. Ça crée de l'ambiance. Ça crée de l'ambiance, c'est chouette. Donc c'est à partir de quel âge du coup Nous on l'a mis en 6+. 6+, ouais. Mais en fait ça dépend vraiment du niveau de l'enfant. Moi en festival je lui demande tu sais compter jusqu'à combien? Est-ce que tu sais compter jusqu'à 30? Parce que les cartes sont numérotées de 1 à 30 et sont toutes uniques. Ah oui, je sais compter jusqu'à 30. Et après, je lui dis, est-ce que tu sais si 20, c'est plus grand que 10? Ah bah oui, c'est plus grand que 10. Et là, je dis, c'est bon, tu peux jouer. Et sinon, il est aidé de papa-maman et ça marche très bien. Bah oui, c'est aussi ça qui est sympa. De toute façon, quand on a des enfants, c'est aussi de jouer avec eux, mais pour leur expliquer et passer le moment avec eux, totalement. Convivial. C'est cool. Et donc là, les premiers retours sur le festival, parce que là, c'est la présentation c'est un premier festival pour la présentation du jeu. C'est le premier festival où on le sort, Cannes, après sa sortie le 4 février. Ça marche plutôt pas mal et effectivement le public s'y trompe pas, c'est beaucoup plus familial. Moi quand j'ai créé ce jeu, vraiment je voulais rassembler toute la famille, par exemple autour d'un repas le dimanche, on va manger chez papy mamie, et on peut tout le monde, embarquer tout le monde dans le jeu parce qu'il y a des points que tout le monde connaît, des points de repère comme les combinaisons du yam, c'est tout, ça rassure tout le monde, c'est chouette un jeu familial, rassembleur, c'est ce que j'aime dans le jeu de société également. Bien sûr, c'est le temps qu'on passe ensemble, il est précieux, donc autant bien l'utiliser. Exactement ça, le temps est précieux. Alors je remarque que les 2 boîtes effectivement alors hormis la direction artistique qui n'a rien à voir, les 2 boîtes se ressemblent quand même. On va dire en termes de contenu, mais de taille, etc. Et donc là je crois qu'il y a une volonté de développer une gamme. C'est une volonté de développer une gamme avec un même format de boîte. Un même boîtage, un même insert à l'intérieur et un même matériel en fait. On a les mêmes formats de jetons, rectangulaires et ronds. On a les mêmes cartes. Et je sais, moi, quand je développe un jeu pour Pascal, que j'ai un nombre de cartes maximum, par exemple. On a une même tranche de boîte également. Ça aide beaucoup les boutiques qui n'ont pas forcément la place de ranger tous les jeux. Et ceux-là, on les voit de loin parce qu'ils se ressemblent en fait. Ils se ressemblent sur la boîte. Et il y aura 5-6 jeux comme ça dans la collection pour l'instant qui sont prévus. C'est un projet top et motivant. Et du coup, c'est un projet de l'éditeur, mais c'est un projet sur lequel tu es associé en tant qu'auteur pour les prochaines boîtes ? Oui, c'est ça, Normalement, pour les prochaines boîtes, il y a certains jeux qui seront 2 mois et toujours illustrés par Pascal pour garder quand même une cohérence artistique. D'accord. Donc ça va être chouette, c'est motivant. C'est un combo gagnant, ça, j'espère. Ouais, c'est un combo gagnant, j'espère bien. Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler de celui à venir ou c'est trop tôt ? C'est un peu trop tôt parce qu'on a plusieurs jeux en tête, en fait, et que le choix n'est pas arrêté. D'accord, ok. Donc là, le 3e
de la gamme, pour l'instant, il n'est pas encore. Non, il vous n'est pas savez encore pas décidé. encore lequel ce sera. Il n'est pas encore décidé. D'accord, ça marche. À combien d'exemplaires vous avez tiré ces premiers jeux ? Le premier jeu était tiré à 2500 exemplaires Ouais. qui sont partis très vite. Donc il y aura certainement une réédition, je ne sais pas. Ok, bah super. Comment vous êtes distribué justement Alors on est distribué par Abby Games. Ouais. Voilà, c'est les gens avec les t-shirts roses que Oui, l'on voit au on vous moins voit un de en ce loin. moment. Ouais, Ouais. ouais. Mais des fois on nous confond avec Cosmodé, mais non, nous on est rose, on n'est pas rouge. Ouais. Un distributeur de taille modeste, mais qui travaille bien les produits et qui prend soin des éditeurs. Donc c'est chouette, moi en ce moment je cohabite avec Potam Games qui ont sorti Bistro, Tap les Tap, Monster Club de Bad Luck Games et d'autres, je ne voudrais pas trop en oublier. Ouais. J'ai Cyril Billard de Replay Games qui présentait une nouveauté illustrée par Sepio, une super illustratrice. Ouais. Donc non, c'est vraiment chouette, c'est motivant de croiser toutes ces personnes. C'est ça, avoir un seul et même stand, en fait, ça permet aussi de se rencontrer et Totalement. Et d'avoir un esprit un peu groupe, quoi. Totalement un esprit famille même, avec des coups de main qui peuvent être donnés, quoi. Quand on a des questions éditoriales ou autres, on s'aide. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment un esprit familial. Alors je sais que c'est moins ta partie, mais comment la communication elle est gérée un peu autour de ces jeux ? C'est chacun un peu un rôle. Est-ce que toi en tant qu'auteur tu t'investis aussi là-dedans ou... Alors Abby Games s'investit là-dedans, Robin Red Games fait des opérations également, mais moi je t'avoue que mon métier d'auteur, c'est pas mon métier, j'ai un métier à côté, mais mon plaisir d'auteur. Mon plaisir Ton d'auteur. Rôle d'auteur. C'est une bonne formule, ça, plaisir d'auteur. Je le découvre aussi et je me suis un peu jeté partout cet hiver pour faire la promotion de mon jeu. Alors je ne sais pas si tous les auteurs font ça, mais moi j'ai été beaucoup sur la route. J'ai fait beaucoup d'interviews comme celle-ci ou de vidéos sur internet. C'est peut-être ce qui a participé au succès du jeu parce qu'il y a eu de la visibilité. Mais c'était à la fois chouette et à la fois super fatigant. T'as donné de ta personne, comme on dit. Ouais, c'est ça, mais c'est en même temps, c'est mes bébés, quoi. Mais je comprends, et c'est normal d'avoir envie d'accompagner tout ça. Et puis c'est. Ouais, et c'est même important. Je pense que c'est important, ce service après-vente, on va dire, un peu grossièrement, de la part d'un auteur. Parce que un jeu, c'est pas qu'un objet, c'est une histoire aussi derrière. Je pense que c'est important aujourd'hui d'expliquer ce que peut être la création. Aujourd'hui, on est dans une société très formatée, mais des fois, on peut avoir des petites parenthèses imaginatives, des parenthèses des fois qui se concrétisent par un projet concret, comme ces deux jeux. J'aime bien partager, en fait. Ouais, et puis il faut aller au bout de ses envies, je pense que c'est important. Ouais. Alors, là, même si tu te considères un corps comme un jeune auteur, c'est quoi le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui est... Si tu devais te parler à toi il y a quelques années, tu dirais quoi ? Je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à créer, en fait. Déjà, ça fait du bien. Je dis, on est vraiment dans une société qui nous enferme dans des boîtes. Et créer, c'est avant tout l'évasion. Donc il faut créer. Si on a envie de créer des jeux, il faut faire des projets, même si ça ne va pas au bout. Et puis rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des fois s'inspirer d'histoires, de personnes, être dans le dialogue autour de ce monde créatif, c'est vraiment quelque chose de chouette. Voilà. Et ne pas hésiter à montrer ces jeux. On ne vous les volera pas de toute façon. Plus vous les montrerez, plus vous les protégerez et plus vous aurez d'avis. Voilà. Ce qu'on a dans la tête, c'est pas forcément le jeu à la fin. Donc il faut vraiment montrer ces jeux et partager ses créations. Oui, et aussi accepter justement de peut-être recevoir des critiques. Alors elles sont souvent constructives, mais... Alors, du moment que c'est argumenté, voilà, il n'y a pas de souci. La critique bête et méchante est un peu agaçante. Quand même. Bien sûr. Critiquer pour critiquer, c'est pas quelque chose qu'il faut faire dans la vie. Mais quand c'est argumenté, c'est très constructif et ça aide à avancer sur les projets. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait un petit tour au Off à Cannes. Là aussi, c'était ma première venue au Off. C'était chouette de voir cette armée de créateurs parce que vraiment la salle est immense et tout le monde est là avec son petit bébé à vouloir le présenter au plus grand nombre. Alors, certains auteurs sont ouverts à la discussion, certains auteurs sont vraiment fermés, mais quand on a quelqu'un d'ouvert à la discussion, à l'argumentation autour d'un projet, ça ouvre des échanges chouettes, vraiment chouettes. Et toi, tu lui as présenté aussi des protos ou là, c'était plus pour aller faire un tour ? Non, j'y suis allé faire un tour. Moi, je suis un peu avec des yeux pleins d'étoiles à Cannes, c'est mon premier Cannes, je découvre tout, en fait. Je découvre que c'est immense.
Je profite de longs passages sur mon stand pour présenter mon jeu, dédicacer mon jeu, parce que c'est aussi une petite récompense quand on est auteur. Attends, tu as raison, il faut. Là, j'ai réussi à sortir deux jeux avec un éditeur, mais peut-être que ça va pas se reproduire de sitôt en fait. Donc, faut profiter de ces instants. Tout à fait. Et l'immensité du festival fait qu'on ne peut pas tout faire. Clairement, on ne peut pas tout faire. Faut dormir un peu aussi. Ouais, faut dormir. Là, on est samedi là et ça commence à tirer un petit peu, ouais. Mais d'ailleurs, ma voix doit être un peu cassée. Mais c'est des moments chouettes, quoi. Faut en profiter. Ben oui, tu as raison. Profiter du moment présent, comme on dit. Ouais, Carpe diem. Carpe diem. Et donc, quels sont tes jeux à venir? T'en es où, en fait, là, dans la création? Est-ce que tu as déjà des choses qui sont prêtes à éditer? Est-ce que c'est plutôt encore du proto? J'ai plusieurs jeux qui sont signés actuellement. Maintenant, on n'est pas encore à l'état de pré-prod. Je pense qu'on travaille encore un petit peu les jeux et que ça sortira peut-être à l'avenir. On avait un jeu qui était très avancé qui s'appelle Legendary, qu'on a présenté plusieurs fois sur le flip de Parthenay, justement. Il mérite un retravail, peut-être qu'il passera dans la fameuse collection Public Enemy No.1 et Plush Panic, on ne sait pas. Voilà. Je pense que c'est réellement possible. Et c'est un jeu où on a eu de très très bons retours festival, mais bon, le milieu du jeu est ce qu'il est, et des fois c'est difficile de sortir le jeu, la version finale, quel est le bon matériel, le bon budget et tout ça, et ça c'est vrai que c'est des questions pour l'instant. Je suis jeune auteur, vraiment je suis jeune auteur et voilà, donc moi je suis patient, je fais pas ça. Je fais pas ça pour en vivre en fait, je fais ça vraiment comme un passionné qui a envie d'aller plus loin dans sa démarche. Je me laisse porter. Voilà. Tu as raison, faut pas non plus se mettre de pression et vivre les choses comme on l'entend. Pas de pression, mais pas de barrière aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un bon compromis entre les deux. Ouais. Et alors, on parlait tout à l'heure un peu d'inspiration, ce genre de choses. Est-ce que tu fais la veille ludique justement aussi pour te dire Oui, je suis un dévoreur de podcasts et autres vidéos. Ah ouais, non, il n'y a pas un voyage en voiture ou une journée où j'écoute pas du contenu ludique. Donc c'est chouette. Tu te nourris quoi. Je me nourris. De choses. Ouais, je me nourris et puis j'adore les interviews quoi. Vraiment les témoignages d'auteurs qui ont commencé comme moi et qui aujourd'hui ont pignon sur rue, même qui peuvent potentiellement gagner un As d'or, fantastique. Donc c'est chouette. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Plutôt compétitif, plutôt duel, pardon. Certainement compétitif. Ouais. Voilà, j'ai un peu de mal avec les jeux collaboratifs. Je pense que je suis même pas capable d'en créer en fait. Ouais. Je suis très joueur. Très joueur. Je suis du genre à aller au casino et mettre tout sur le rouge. Donc ma femme me laisse pas y aller d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut être dangereux ça pour toi. Voilà. Donc non, compétitif, ça c'est sûr, compétitif. Bon, par contre, tu t'acharnes pas sur les machines à pince. C'est pour ça que j'ai créé la machine où on gagnait tout le temps, parce que je suis capable de m'acharner. Si tu étais une mécanique de jeu? Alors, mécanique, je ne sais pas trop, mais j'aime bien les jeux où on construit des choses et on voit le résultat en fin de partie. Engine building, on appelle ça aussi l'engine building. Peut-être. Où effectivement, plus ça va, plus on a un moteur et plus ça va progressivement. Et... Soit on crée un moteur, effectivement, et puis on voit comment il marche et comment il nous permet de gagner ou pas la partie, les erreurs que l'on a fait, ou quelque chose que l'on construit même visuellement devant nous. Voilà, je parlais de King Domino tout à l'heure, mais il y en a d'autres comme ça. D'ailleurs, j'ai un prototype actuellement comme ça où on construit un champ de fleurs. Et j'ai bon espoir, celui-là, j'aimerais bien faire un beau produit avec. Et j'aime bien, voilà, avoir un résultat final, un peu comme un bilan de ma partie. Ok, d'ailleurs on n'a pas évoqué, mais tu as d'autres projets avec d'autres éditeurs ou Alors, j'ai eu des rendez-vous comme tout auteur, voilà, je laisse des prototypes à droite et à gauche et je croise les doigts. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué parce que le nombre de sorties ludiques est importante, mais le nombre d'auteurs aussi, de propositions est important et pour un éditeur, il faut faire le tri entre tout ça et voilà. Je suis conscient de ne pas être un auteur bankable, être un auteur très débutant et qui a moins pignon sur rue. Mais il faut pas perdre espoir dans la vie. Voilà. Et puis, moi, pour avoir discuté avec pas mal d'éditeurs maintenant, il y a aussi les éditeurs qui cherchent pas forcément quelqu'un de bankable, mais justement, parfois, le nouvel auteur qui aura créé la nouvelle pépite, parfois, c'est aussi ce qui est recherché. Voilà, j'espère que quand tu discutes, tu passes mon numéro d'ailleurs. En tout cas, je parle du jeu. Ok, et alors, si tu étais un illustrateur, alors tu n'as pas le droit de dire Pascal Boucher. J'ai pas le droit de dire Pascal Boucher. Mince. Dommage. J'ai rencontré Sepio sur le festival. Là, j'ai longuement parlé avec elle et je trouve son travail très chouette. Ce qu'elle a fait sur Refuge chez Bombix. Là, en ce moment, elle illustre un jeu pour un éditeur Abby Games qui
qui s'appelle Replay Games. Alors j'ai mangé le nom du jeu, je suis désolé, ça va être une sortie je pense fin d'année et encore une fois je trouve le travail magnifique quoi. Donc ça serait cool un jour de travailler sur un jeu où elle illustre. J'ai bien aimé ma rencontre en tout cas. Ok, bah c'est cool. C'est vrai qu'on voit pas mal de sorties de jeux avec son nom en ce moment. Ouais, c'est vrai. Mais bon, à raison parce qu'elle est talentueuse. Et donc si tu avais quelqu'un à me proposer pour une prochaine interview à mon micro. Alors moi j'aimerais bien, si tu arrives à croiser Aurélien Martin sur un festival, c'est l'auteur d'Imiki, donc un jeu Robin Red Games, un jeu vraiment top et qui n'a pas eu sa chance encore une fois à cause de ce satané Covid quoi. Et c'est un jeu qui mérite, qui est magnifique, voilà, magnifique et qui mérite d'être connu, vraiment un jeu... Moi, en duel, c'est un des mes jeux préférés, quoi. C'est vraiment top. Ouais. Okay. Aurélien Martin. Ça marche. Bah, c'est noté. Merci pour ce moment. C'était cool de passer ce petit moment ensemble. Bah, je te remercie aussi. On termine le podcast comme on termine les vidéos avec la phrase habituelle. Alors, au jeu signé Rémi Van Kampen. Tu joues quoi? Cet épisode se termine et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux de Rémi, allez faire un tour sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Dans 2 semaines, je serai avec Maeva da Silva, illustratrice et directrice artistique du studio Libellude. Pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. En attendant, amusez-vous bien!